pourquoi une table ronde sur les collectivités territoriales, les acteurs du secours et leur articulation? Eh bien parce que certaines voix se font entendre et tendent à remettre en question l'efficacité de notre système de secours pour l'avenir. Un rapport du Sénat, rendu public en octobre dernier, abonde d'ailleurs dans ce sens. Des transferts de responsabilités de l'État vers les collectivités territoriales, de nouvelles contraintes budgétaires, ainsi que l'évolution de l'activité d'assistance à personne pourraient menacer l'efficacité de ce système à long terme. On pourrait y rajouter les différents mouvements de population qu'on va connaître dans l'avenir. Nous sommes donc ensemble pour 1h30, au cours de laquelle nous allons tout d'abord, et pour y voir plus clair, identifier les acteurs du secours, leurs missions respectives, ainsi que leurs organes de tutelle. Nous aborderons également le rôle des collectivités territoriales et celui de l'État dans le financement et l'organisation de notre système de secours. Dans une deuxième partie, nous tenterons de comprendre pourquoi l'articulation actuelle du secours pourrait devenir problématique selon certains. Pour finir, et ce sera la troisième partie, nous aborderons les différentes évolutions pouvant être envisagées. Entre chaque partie, vous pourrez poser vos questions à nos invités. Je vous y inviterai. Nous voilà donc aujourd'hui en compagnie de Monsieur le Président Olivier Richefou, président du Conseil départemental de la Mayenne, président du service d'incendie et de secours de la Mayenne et président de la Confédération nationale des services d'incendie et de secours, la CNIS. Pardon. Le président de la conférence nationale. Le général François Vernoux, qui a commandé les formations militaires de la sécurité civile et assuré régulièrement la direction de permanence au Centre opérationnel de gestion interministérielle des crises, le COGIC. Il est également fondateur du pavillon Orange au sein du Haut Comité français pour la défense civile et auteur d'un livre intitulé « Conduire les opérations communales de sauvegarde, initiation opérationnelle ». Un ouvrage destiné à donner les clés de la gestion opérationnelle d'un événement. Monsieur Philippe Testa, qui est directeur des opérations à la Croix-Rouge française et directeur du département secourisme à la Croix-Rouge française. Monsieur Dominique Baudon, maire de Malaucène dans le Vaucluse, 84, une commune de 2800 habitants, avec la particularité d'avoir été sapeur-pompier volontaire pendant 27 ans. Je voudrais les remercier pour leur présence et vous pouvez les applaudir. Merci. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais leur passer la parole afin qu'ils nous présentent leurs fonctions un peu plus en détail. Nous allons commencer par le général Vernoux. Vous en avez dit déjà beaucoup. Je vais simplement revenir sur le livre que j'ai écrit suite à la mise en place du pavillon orange. Alors, le pavillon orange, c'est une idée du Haut Comité qui est une aide gratuite aux municipalités. Et nous avons mis sous forme de questions les bonnes pratiques qui sont mises en place par les municipalités pour la sauvegarde des populations. Donc ça va beaucoup plus loin que ce qu'il y a dans les mématos de la direction générale ou dans les mématos des préfectures. Ce sont des bonnes pratiques opérationnelles. C'est en accès sur le net. Vous tapez pavillon orange, Google fait le reste. Et vous pouvez avoir accès comme ça à 420 questions qui vous permettent de dire ça j'y pense, ça j'y ai pas pensé, etc., etc. Et à la fin, on vous dit où sont vos difficultés, où sont vos fragilités. Et voilà, c'est à la disposition des élus, exclusivement des élus et des administrations communales. Et au bout de 7 ans de pratique et de visites dans les communes qui sont labellisées pavillon orange, je me suis dit, mais pourquoi ça ne démarre pas? Pourquoi les maires, qui sont l'élu préféré des Français, n'est-ce pas, monsieur le maire? Vous n'allez pas me dire l'inverse, hein. Ne se mettent pas à fond
dans cette loi de 2004, dont je suis un des rédacteurs, donc vous voyez, moi je supporte tout, hein, de la rédaction jusqu'au service après-vente, eh bien parce que je me suis aperçu, je ne connais pas votre profession civile, monsieur le maire, mais que les maires ne sont pas obligatoirement des professionnels. Il est rare qu'il y ait un maire qui ait été militaire, pompier, policier, industriel, opérationnel. Et donc, les gens ne savent pas, ils sont un peu comme la poule devant un couteau suisse, ils ne savent pas comment utiliser le plan communal de sauvegarde, même s'ils l'ont rédigé avec l'appui d'une association ou tout seul comme des grands. Et donc, c'est pour ça qu'à la demande de l'AMF, j'ai commis un livre dont vous avez parlé et dont je ferai une dédicace demain, qui donne les clés de l'opérationnel pour que quelqu'un qui était instituteur, médecin, je ne sais pas quoi, agriculteur, sache être directeur des opérations de sauvegarde. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure, la différence entre la sauvegarde et le secours. Merci Olivier Richoux. Je préside donc le SDIS de la Mayenne et au nom de l'Assemblée des départements de France, que je représente au sein de la Conférence nationale des services d'incendie et de secours que je préside. Cette conférence est un lieu institutionnel qui est le lieu du dialogue, en tout cas c'est ce que je souhaite, et de l'examen des textes qui concernent l'ensemble des sapeurs-pompiers. Lieu de dialogue puisque c'est une organisation où sont représentés les syndicats représentatifs, où sont représentés la fédération, et puis bien sûr la Direction générale de la sécurité civile, aux côtés des employeurs que sont les représentants des maires et surtout les représentants des départements, puisque ce sont eux qui assurent les présidences des conseils d'administration des SDIS. J'étais par le passé maire de ma commune, d'une commune près de 6000 habitants, qui a un plan de sauvegarde, un plan communal de sauvegarde, et qui a aussi une implantation d'un CIS sur son territoire. Voilà. Merci, bien, bonjour à tous. Et merci, Monsieur Bress, de nous avoir fait applaudir avant, parce qu'après, on ne sait jamais. Donc, comme ça, au moins, c'est fait. Merci. Moi, simplement, je suis élu d'une commune fortement rurale, mais touristique aussi. Et enfin, tout au long de la discussion et du débat, on reviendra là-dessus. Mais je rebondis sur ce que vous avez dit, en général. C'est que pour être maire, on nous demande de tout savoir. Quand on arrive le lendemain de l'élection municipale, vous êtes là, vous devez tout connaître. Or, vous l'avez dit très justement, les maires n'ont pas été nécessairement policiers, pompiers, gendarmes, militaires, comptables, etc., etc. Moi, j'ai eu la chance, ça c'est une chance, d'avoir été 27 ans pompier volontaire dans ma commune. Et j'étais adjoint au chef de corps de l'époque, enfin chef de centre maintenant. Et ça, c'est important parce que ça m'a permis pendant 27 ans de rencontrer les gens qui dirigent la sécurité dans le département, à savoir le directeur du SDIS, le président, mais surtout les officiers, sapeurs-pompiers, volontaires ou professionnels, évidemment, qui maillent le territoire et qui organisent le secours. Donc, de ce point de vue-là, j'avais un léger avantage sur mes collègues. Alors, j'aurais voulu faire 30 ans, mais la loi, à l'époque où j'ai été élu, la loi interdisait d'être pompier volontaire et maire. C'était contraire aux règles, puis ce qu'on peut comprendre en y regardant de plus près. Moi, ici, ce que je voudrais surtout mettre en exergue, c'est le fait que on a en France la fâcheuse tendance de considérer les zones rurales à peu près comme les zones urbaines. Alors on fait des superbes réglementations, on fait des superbes lois. Moi, j'appelle ça chez moi les lois Paris-Lyon-Marseille, qui s'adaptent dans nos plus petits villages. Je ne vous donnerai pas les noms parce qu'ils sont tellement petits que vous ne les connaissez pas. Si je vous dis Brantes-Saint-Léger-Savoyant, il y a 30 habitants dans chaque village, c'est à côté de chez moi. Mais les règles, fondamentalement et globalement, ce sont les mêmes. Et ça devient insupportable et inacceptable. Puis un autre point sur lequel j'imagine qu'on pourra revenir, c'est le budget. Nous, avant, c'était la commune qui abondait directement au sein du SDIS. Aujourd'hui, ça a changé, c'est l'intercommunalité, communauté d'agglomération chez nous. Donc, du coup, dans le flou artistique du budget, les 3/4 des maires sont contents parce qu'ils se sont débarrassés de la quote-part qu'ils mettaient dans leur budget pour le fonctionnement du SDIS. C'est exactement pareil, sauf que ça sort d'un grand chapeau, beaucoup plus important que celui de la commune, et ça fait moins impression. Ceci dit,
on est meilleur, et de jour en jour, et de mois en mois, d'année en année, en matière de secours. Sauf que ça a un coût. Et là aussi, on parlera, j'imagine, de formation. Il faut expliquer, mais intelligemment et judicieusement, aux élus que l'argent qu'on donne dans les SDIS, il ne sert pas qu'à faire rouler les voitures. Entre nous, je trouve qu'il y en a trop, de mon point de vue, parce que vous en voyez partout. Mais ce n'est pas ce qui coûte le plus cher. C'est les hommes qui coûtent cher. Et il y a une organisation à mettre en place. Et puis, il faut expliquer aux gens pourquoi ça coûte aussi cher. Et ça, à mon avis, aujourd'hui, pardonnez-moi, Président, je pense qu'on a du mal à les convaincre. Et si on n'arrive pas à convaincre, bien, un beau jour, il y a des élus qui diront, écoutez, moi, les pompiers volontaires dans la commune, là, ça m'ennuie parce que le gars, mon employé de mairie, plus personne est disponible pour aller aux interventions, il y va, mais quand vous faites 800, 900 ou 1000 interventions dans l'année, ben, votre personnel communal, vous ne le voyez plus. Tout ça devient très compliqué, même si on nous rembourse la quote-part de temps. Voilà. Mais je pense qu'on y reviendra tout au long du débat. Hein. Merci toujours. Merci, bonjour. Donc, je suis Philippe Testa, je suis en charge du département secourisme à la Croix-Rouge française. Donc, c'est un département qui a un champ assez large. En tous les cas, pour ma présence ici sur cette table ronde, très clairement, la Croix-Rouge participe et est très sollicitée par les collectivités territoriales ou par les services de l'État depuis de nombreuses années, et d'autant plus depuis les récents événements qu'on a tous un peu en tête. Et donc, c'est une participation qui s'accélère, qui s'accentue et qui se pérennise de plus en plus, avec vraiment en tous les cas des partenariats qui se nouent en dehors des partenariats habituels, puisque là, la Croix-Rouge, vous le savez, n'est pas la seule association agréée de sécurité civile, mais en tous les cas, de façon assez historique, tenait surtout des dispositifs préventifs de secours et de plus en plus sollicité aussi pour participer au secours public. C'est déjà une réalité depuis de nombreuses années en Île-de-France, mais des contacts sont pris un peu ici et là. Donc l'idée, c'est que le tiers secteur, puisque c'est en dehors des collectivités et des services de l'État, comme ça qu'on dénomme les associatifs qui participent à la grande mission de protection civile. Donc, en tous les cas, il faut pouvoir envisager l'avenir et tous ensemble, d'autant plus que, en plus de la partie secours et secours aigu, sûrement la plus visible, nous avons aussi une grosse part, en tous les cas, nous occuper une large part dans le soutien aux populations et la réhabilitation post-catastrophe, et ça je rejoins ce que disait le général. C'est vraiment un sujet qui nous anime tous et sur lequel nous avons beaucoup de choses à partager. Ensuite, je pense qu'on pourra aussi développer la problématique liée au financement, mais ça, je vous en avais déjà un peu parlé. Mais il est vrai aussi que pour les associations, ça devient une problématique réelle, puisque l'argent public est de moins en moins disponible et que les donateurs aussi, des fois, se font de plus en plus rares. Donc, il va falloir qu'on lie nos synergies pour trouver, en tous les cas, des réponses pour pouvoir continuer à participer, enfin, pas à participer, mais à aider les populations et répondre aux besoins. Merci à vous. Bon, on l'a bien compris, il y a effectivement des problématiques dans le système de secours aujourd'hui. Alors pour commencer, pour poser le cadre, j'aimerais qu'on définisse qui sont les acteurs du secours, quelles sont leurs compétences respectives et quelles sont leurs autorités de tutelle. Voilà. La question s'adresse à tout le monde. Qui veut se lancer sur une réponse? Personne en particulier? Avant de définir les acteurs du secours, je voudrais faire une séparation bien nette entre le secours et la sauvegarde, qui est l'objet de la loi de 2004. Avant, les pompiers faisaient tout, l'avant, le pendant et l'après. Comme je dis, et des fois, vous êtes un ancien pompier, monsieur le maire, la sauvegarde, c'est le service après-vente des pompiers. C'est aussi le service avant la vente des pompiers. Alors, la différence, c'est que tous les maires sont directeurs des opérations de secours tant que le préfet ne se substitue pas à eux, parce que la catastrophe est telle qu'il faut que l'État, au moins le département et son représentant de l'État, le préfet, prennent en main les choses. La sauvegarde, ça va de la prévention des risques, ça va à l'information de la population, ça va
lorsque les pompiers évacuent quelqu'un, c'est-à-dire font l'objet de secours, ils le transmettent maintenant à la municipalité pour assurer sa sauvegarde. Et après la catastrophe, au retour à la normale, chose habituelle d'entendre, je n'aime pas beaucoup ce terme-là parce que rien n'est normal après une catastrophe, eh bien c'est l'aide à la population, aussi bien dans le relogement, aussi bien dans les affaires administratives, face aux assurances, etc. La direction des opérations de secours, qui est un honneur du maire, c'est une de ses nombreuses casquettes, hein, vous en avez beaucoup, ça ne dure que l'instant de la catastrophe, parce que ce n'est pas le maire qui forme le pompier, ni le gendarme, ni le SAMU. Il dirige les opérations pendant la catastrophe, tant qu'en plus le préfet ne prenne pas la main. Alors que la sauvegarde, c'est une responsabilité que la loi de 2004 a confiée au maire du premier au dernier jour de son mandat. Il doit assurer que le dispositif opérationnel de la sauvegarde soit prêt à tout moment pour éviter que la catastrophe arrive, pour protéger la population si la catastrophe arrive, et surtout pour l'évacuer, le mettre en centre d'accueil et lui restaurer une dignité après la catastrophe. Donc voilà, faites bien la différence entre le secours, hein, qui porte son nom, qui était une affaire régalienne, qui est l'État, éventuellement avec son représentant local, le maire, et puis la sauvegarde, qui est une affaire municipale. Moi, je vais opérer une distinction un peu différente, mais qui, pour moi, l'important, c'est que je pense que dans l'intervention des pompiers, puisque je vais surtout parler des pompiers, bien évidemment, il y a pour moi 3 temps, et 3 temps dans lesquels les acteurs ne sont pas les mêmes, et je pense qu'on aura l'occasion de le préciser après. Il y a d'abord le temps de l'alerte et du traitement de l'alerte, qui en France, on le sait bien, est réparti entre de trop nombreux acteurs, sur des lieux qui ne sont pas mutualisés, et donc avec des coûts qui sont aujourd'hui, qui devront davantage être maîtrisés demain. Il y a ensuite le temps de l'intervention, et il y a ensuite ce que j'appelle le temps du transport de la personne qui a été soignée, ou en tout cas pour lequel on a identifié quels étaient les soins à apporter, et puis le transport qui est souvent le transport vers l'hôpital. Voilà, donc c'est 3 temps dans lesquels aujourd'hui on doit être capable de faire entrer les acteurs différents et pas forcément les confier toujours aux pompiers de A à Z, c'est-à-dire à la fois le traitement de l'alerte, le soin, ou en tout cas l'intervention elle-même, et le transport une fois que l'immobilisation, ou en tout cas que le soin d'urgence a été apporté. Et si on sépare bien ces 3 phases-là, on doit être capable de mutualiser différentes interventions d'acteurs, de ne pas les multiplier, et de faire appel à la fois à des professionnels, à la fois à des volontaires, et peut-être aussi au milieu associatif qui a toute sa place dans ce dispositif. Voilà, s'il y a une séparation à mettre en œuvre, il faut qu'elle puisse s'intégrer sur ces 3 domaines-là. On complétera après éventuellement. Monsieur le maire. Oui, ça marche. Merveilleux, la technique. Simplement, ce que vous venez de dire, voilà, moi, je partage complètement. Moi, je me souviens à l'époque où il y avait eu la guerre, mais la guerre entre les rouges et les blancs. Alors, les anciens doivent se souvenir, il y avait une bagarre terrible, parce que, c'est peut-être toujours, les Blancs voulaient nous prendre nos interventions. On pensait bien dans nos campagnes, le VSAB, c'était le matériel le plus important. Quoique nous, on a les feux de forêt. Mais, indépendamment de ça, la commune qui avait la chance d'avoir un VSAB, c'était merveilleux. Donc, quand les ambulances blanches ont voulu prendre la place, ça a été une véritable guerre. Ceci dit, aujourd'hui, on voit bien que dans nos communes rurales, un peu moins, mais le nombre d'interventions pour rien. Je vous prends simplement un exemple. L'autre jour, dans ma commune, un couple et leurs 2 enfants avaient, quand on mange, je connais mal, après, pardonnez-moi, j'oublie le... Ils avaient avalé de travers. Oui, non, mais une fausse route. Enfin, bon, voilà. Ils étaient malades d'avoir trop mangé. Une indigestion. Voilà, indigestion, merci. Et donc, la maman d'un
du couple là qui habite à Dijon. Nous, on est dans le Vaucluse, elle est à Dijon. Elle appelle les pompiers et pour les obliger à venir, elle a dit que les 4 étaient victimes d'une intoxication au monoxyde de carbone. Donc, je ne vous dis pas la panique. Dans le village, il est arrivé des véhicules, des VSAB, des véhicules spécialisés de tous les côtés. On a réuni peut-être 15 ou 20 pompiers sur la place du village, en plus, avec 7 ou 8 véhicules. Bon, et ça, c'est vrai que ça devient invivable, insupportable. Ça coûte beaucoup d'argent. Mais derrière, on n'a rien fait. Moi, j'ai demandé à ce que cette dame-là soit sanctionnée. Et alors elle dit, oh, mais moi j'étais persuadé que c'était ça parce qu'il se chauffe avec un poêle à tartempion. Et donc voilà, ça c'est vrai que ça finit par être pénible. Et puis, il y a une deuxième chose, vous avez parlé du traitement de l'alerte. Moi, au niveau de notre intercommunalité, j'ai en charge la commission de sécurité. Et puis, je me suis aperçu un jour que, aussi bien les polices municipales, pour ceux qui en ont, que les 3/4 des maires, personne n'avait jamais visité le centre de traitement de l'alerte qu'on a à Avignon. Et ça commence par là. Pour comprendre un peu comment et gérer une alerte, ça commence par le fait d'aller visiter, de voir. Alors tous ils étaient là, oh, on s'est régalé, c'est formidable. Et tout. Mais j'ai dit, mais les gars, il faut être un peu plus demandeur, il faut être curieux, il faut y aller. Et après, en matière de secours, on sort du cadre des pompiers, mais pour les polices municipales, vous avez une police municipale sur une commune. Sur la commune d'à côté, il y a une autre police municipale. La frontière, elle est claire et nette. Pas le même pouvoir de police. On ne se fréquente pas, on n'a pas de liaison radio, on ne se téléphone pas, on ne se concerte pas. Et moi, depuis quelques années, j'essaie de faire des réunions trimestrielles avec toutes les polices municipales du secteur de mon intercommunalité. Mais je peux vous garantir que depuis, on en est à dire qu'il faut une fréquence radio commune pour toutes les polices municipales pour pouvoir se transmettre une information, parce que ça se passe chez vous, le type il s'en va, ça va se reproduire chez le voisin, etc. Et on est allé encore même au-delà de ça. On s'est aperçu, nous on ne veut pas d'une police intercommunale, parce que les maires, bien sûr, veulent garder leur pouvoir de police. C'est important, sinon c'est plus la peine qu'on existe. Déjà qu'on veut nous supprimer, si on nous enlève en plus nos pouvoirs de police, c'est plus la peine qu'on existe, on ne fera plus que les cimetières. Et donc, on s'est aperçu qu'on pouvait, sans faire un pouvoir de police intercommunal, qu'on pouvait mettre à disposition les policiers d'une commune qui a la chance d'avoir une PM à la commune d'à côté qui n'en a pas. Et ça nous a changé la vie. Parce que vous avez un village, moi j'ai 2800 habitants, j'ai ma petite police municipale. À côté, c'est par exemple une commune, Beaumont-du-Ventoux, que M. Brest connaît bien, qui a une station de sport d'hiver et d'été. Le pauvre, il a 300 habitants sur sa commune. Lui, il n'a pas de PM, il a une secrétaire en général. C'est tout ce qu'il a pour travailler. Et bien du coup, en période un peu de pointe, on met en commun nos moyens, on mutualise la PM, il nous rembourse les heures, les déplacements, etc. Et la PM va faire régner un peu l'ordre sur cette station de sport d'hiver, toute petite, qui accueille jusqu'à 12 000 personnes les jours de grande affluence. Sans gendarmerie, parce que la gendarmerie ne peut plus assurer ses missions quand c'est trop éloigné, c'est un cul-de-sac en plus l'hiver, la station dont je parle là. Voilà. Et ça fait partie des choses sur lesquelles il nous faut avancer et il nous faut travailler. Après, je reviens encore juste un essai sur la formation. Lorsque vous avez par exemple un déclenchement de feu de forêt. Feu de forêt, ça peut être un petit feu de broussaille de 1000 mètres carrés. Bon, tout le monde va boire le café après. Mais des fois, chez nous, il y a des feux de forêt conséquents. Le feu de forêt, tant qu'il est sur la commune, c'est le maire seul, responsable évidemment de son territoire. Dès que ça touche 2 communes, c'est le préfet qui prend la main. Sauf que, avant que ça touche 2 communes, c'est vous qui êtes là. Alors ceux qui ont la chance d'avoir essayé de se former, d'avoir été demandeurs pour des visites du SDIS, des rencontres avec la direction du SDIS, etc., c'est relativement facile. Celui qui débarque, comme on disait tout à l'heure, pour être élu, des fois, ça arrive, il suffit de serrer des pognes. Moi, on a connu ça. Dans un village, personne ne veut y aller. Mais celui qui est gentil, qui dit bonjour à tout le monde le jour du marché, autant il est élu. Et il arrive là. Et les problèmes sont exactement les mêmes. Que vous preniez une grosse commune ou une petite, c'est toujours la même difficulté. Et je rajouterai simplement encore une chose.
pour bien comprendre la différence entre une grosse commune et une toute petite commune rurale. Dans la grosse commune, le maire, il a déjà des services, des chefs de services compétents qui sont là avec du monde pour travailler, pour avancer sur les dossiers de sécurité. Et puis, le directeur du SDIS ou le président du SDIS, ce sont fatalement, dans une grande commune, des gens qu'il connaît personnellement. Et puis, vous allez un peu plus loin, dans les petits villages, de plus en plus loin, le petit maire, lui, il connaît le président du SDIS, il le connaît parce que, évidemment, hein, il a affaire à lui dans les courriers, il le voit dans les journaux, parfois à la télé. Le directeur du SDIS, bah, oui, quand il fait la tournée des popotes, le directeur du SDIS, au moment de la Sainte-Barbe, il le voit. Ceci dit, il n'y a pas ce lien. Et ce lien, il est fait par nos chefs de centre de nos casernes de pompiers locales. Et c'est très compliqué parce que aujourd'hui, certains chefs de centre n'ont pas non plus la formation pour faire le lien. Et il y en a même qui oublient complètement que quand il y a une grosse intervention, eh bien, il faut prévenir le maire, même si c'est 2 heures du matin. Il faut penser de prévenir le maire parce que c'est lui le responsable. Et des fois, nous, le matin, vous allez au bar, comme tous les matins, boire le petit café qui va bien, et pour discuter un peu et prendre la température du village, et puis on vous dit « Oh putain, tu as vu cette nuit, il y a eu ça, ça, ça et ça. » Ah bon? On ne vous dit pas comment vous êtes embêté, ça c'est pas grave, mais quand même, en termes de responsabilité, ça peut prendre des proportions inquiétantes. Donc voilà, je suppose qu'on y reviendra. Moi, c'est cette différence entre le rural et l'urbain. Alors, j'insiste pas trop, parce que en haut lieu, vous avez des énarques qui disent « Mais puisque c'est comme ça, et que le petit maire, il n'est pas capable de s'en sortir, il faut le supprimer. » Donc voilà, j'insiste pas trop. On va prendre le problème dans l'autre sens. Il faut donner au petit maire les moyens de faire face à ces problèmes de sécurité. Parce que ça ne vous aura pas échappé, évidemment, si vous êtes ici, c'est que vous êtes conscient des problèmes de sécurité, c'est que les populations évoluent énormément. Et dans les campagnes, en zone rurale, on vit ce que vivait la ville il y a quelques années. C'est-à-dire un brassage de population chez nous, avec des gens qui viennent là, quand vous leur demandez pourquoi ils sont venus à Malocène, type, il vous dit ben, « je ne sais pas, ça m'a plu ». Je dis « vous avez une voiture ?» Ah non. Et le travail ? Ah non. Et j'ai dit « vous comptez trouver du travail ici ? On a fermé une usine qui faisait 300 salariés il y a 8 ans, on n'a plus de travail. » Ah non, ben, tant pis, on verra bien. Voilà. Donc il y a vraiment la population, la culture locale a énormément changé ces 10 dernières années. Et ça, on n'y prête pas assez attention. Alors je vais essayer de suivre, mais enfin en tous les cas. Je suis un peu bavard. Non, mais il n'y a pas de souci. Oui, alors en ce qui concerne la Croix-Rouge française, pour revenir sur la question initiale sur les tutelles en tous les cas, la chaîne hiérarchique. Donc nous, on est association loi 1901. On a une particularité, c'est qu'on est auxiliaire des pouvoirs publics, ce qui nous donne un statut un peu particulier, en tous les cas, puisqu'on se doit de répondre à un certain nombre en tous les cas de sollicitations quand elles se présentent. Et on est soumis à l'agrément de sécurité civile classique, hein, dans les 4 catégories de réponse au secours, en réponse de catastrophe, gestion des bénévoles spontanés et sur les dispositifs prévisionnels de secours. Donc, en ce qui concerne les associations, en tout cas, en ce qui concerne la Croix-Rouge française, l'organisation est très normée et on dispose aussi d'un staff national dont je suis un des représentants qui est là aussi pour animer l'ensemble des réseaux bénévoles et aussi de prévoir, de planifier les réponses à l'urgence. Et tout ça correspond quand même à un réseau qui entretient environ 50 000 acteurs sur tout le territoire. Donc, ce n'est pas non plus rien. Donc, voilà, c'est une composante de la protection civile sous son aspect général. Merci. Juste un mot, pardonnez-moi. Juste un mot sur la Croix-Rouge. Moi, je voudrais saluer le travail que fait la Croix-Rouge parce que... Hein ? On ne s'est jamais rencontrés. Eh non, on n'a même pas bu l'apéro ensemble, vous voyez. Mais je salue le travail que vous faites parce que vous venez au contact. C'est compliqué parce qu'il y a des bureaux un peu partout où vous essayez d'intégrer au mieux le territoire, mais vous faites beaucoup de travail. Et je vous dis ça parce qu'à un moment, nous, on n'arrivait pas à trouver, à installer un défibrillateur. Et c'est la Croix-Rouge qui nous en a fait cadeau.
Alors, mais ça montre l'attachement de la Croix-Rouge en matière de sécurité. Et c'est vrai, parce que je suis très, très copain avec le responsable de mon département, Croix-Rouge, quand je regarde le travail qu'il fait et la disponibilité des gens et le travail que vous faites, ben, chapeau. Merci, Monsieur le maire. Monsieur le Président, sur les compétences des SDIS, vous voulez intervenir ? Sur les compétences des SDIS, je crois qu'aujourd'hui, on attend tous une meilleure collaboration entre tous les acteurs. Moi, je rêve sur l'alerte d'un centre de traitement de l'appel unique qui regrouperait 4 acteurs qui doivent fonctionner ensemble. Je pense qu'il faut, bien évidemment, qu'autour des pompiers, on trouve nécessairement le SAMU, qui a toute sa place dans un centre de traitement de l'alerte commun, plutôt qu'il soit séparé, comme il est dans la plupart des cas aujourd'hui, hébergé dans un centre hospitalier. Il faut qu'il y ait une permanence ambulancière, car les ambulanciers sont forcément des partenaires indispensables de cette chaîne de secours. Ils ont des missions à accomplir et ils doivent être présents dans ce centre de traitement de l'alerte. Et puis il faut une présence médicale, parce qu'il y a cette présence médicale notamment dans les départements ruraux, comme l'est la Mayenne, mais c'est vrai de beaucoup de départements français, où il faut que cette permanence des soins assurée par les médecins puisse être représentée. Alors je ne sais pas comment le milieu associatif, Croix-Rouge et autres acteurs peut s'y retrouver. Je pense que c'est plus lors d'événements majeurs qu'il y a et que vous avez toute votre place, moins dans le quotidien, bien évidemment. Donc voilà, donc ça suppose ces liens-là. Il y a quelques départements qui ont commencé à mettre en œuvre des centres de traitement de l'alerte commun. Moi, je crois que le vrai modèle, c'est le modèle qui existe dans des pays étrangers, où il y a un seul centre, qui intègre d'ailleurs souvent la police et la gendarmerie, et qui est le centre de traitement qui regroupe l'ensemble des opérateurs et qui dispatche ensuite, selon un cahier des charges très précis, aux différents acteurs concernés. Le secours lui-même dépendra toujours, bien sûr, des pompiers, par principe. Mais ensuite, moi, la Mayenne n'a pas beaucoup de montagnes. Il n'y a pas le Mont Ventoux en Mayenne. Mais dans des départements un peu montagneux, on voit des sapeurs-pompiers volontaires qui doivent quitter leur emploi momentanément pour aller réaliser une opération de secours, et qui ensuite, une fois qu'elle est réalisée, doivent se taper, pardon pour l'expression, mais 2 heures de camion à 3 pour aller emmener à l'hôpital quelqu'un qui s'est brisé la cheville. Est-ce que ça a un intérêt de mobiliser un véhicule rouge avec 3 sapeurs-pompiers volontaires qui ont quitté leur emploi? Une fois que la cheville est immobilisée, sans doute qu'un ambulancier doit être capable de faire ce travail. Donc il faut qu'on puisse arriver, en mettant tout le monde autour de la table, à séquencer éventuellement les différentes interventions. Alors c'est pas simple, mais il faut qu'on ait cette ambition-là, à mon avis. C'est une ambition qui est utile aussi pour des raisons budgétaires. Les budgets des SDIS sont des budgets contraints aujourd'hui. Vous l'avez dit, c'est les charges de personnel qui représentent la charge la plus importante. C'est 80% d'un budget d'un SDIS, c'est les charges de personnel. Alors pas les volontaires tellement, mais surtout les professionnels. Et donc il nous faut absolument, pour ne pas augmenter ces budgets, faire en sorte de mieux répartir l'ensemble des interventions. Parce que nous, les départements qui finançons les ajustements financiers, puisque les participations des communes sont bloquées au taux de l'inflation. Et l'inflation hors tabac, elle est de 0,10 ou quelque chose comme ça. Donc ça veut dire que la seule variable d'ajustement des budgets, c'est les départements qui l'assument. Et les départements, avec la baisse des dotations et surtout l'augmentation des dépenses sociales, ont plus d'argent à consacrer à ces augmentations de budget. Donc les budgets sont stabilisés, ils peuvent quelquefois être en légère régression, mais très, très légère, mais ils sont stabilisés. Donc il faut trouver des moyens de mutualisation pour réaliser les économies et continuer à faire la mission pour laquelle que l'on doit accomplir. Merci, Monsieur le Président. Sur les budgets, Monsieur le maire, sur les budgets des collectivités territoriales, vous voulez rajouter quelque chose, peut-être? Non. 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 Il veut bien payer plus.
Non, pour vous donner, je vous disais tout à l'heure, avant, c'était les communes qui abondaient le budget du SDIS. Et donc tous les maires voyaient dans leur budget la ligne service incendie, ça ne s'appelait pas encore le SDIS. Alors, on voyait bien, aujourd'hui c'est noyé dans l'intercommunalité. Pour vous donner un ordre d'idée, notre interco qui fait 25 communes, 2 336 000 sont consacrés, je dis, sur un budget total de 46 millions d'euros. Bon, quand vous commencez à parler en millions d'euros, bon, après vous avez des gens qui disent bon, c'est bien, mais il faudrait quand même qu'on rationalise un peu tout ça et qu'on essaie de mutualiser. Vous savez que dans le Vaucluse, on a, nous, le CTA avec le SAMU et les pompiers. Et on avait demandé aux gendarmes de venir. Pas tout à fait. Alors que le confort leur était assuré. Hein, chez nous, le SDIS, il est tout neuf, il a quelques années. Alors que la gendarmerie, ils sont en plein centre-ville d'Avignon, dans un estanco où, bon, c'est pas bien. Mais ça ne s'est pas fait. C'est dommage parce que c'est un élément important, évidemment, incontournable de la chaîne des secours. Bon, mais à mon avis, ça se fera un peu. Indépendamment du budget, il y a encore quand même quelque chose que je tenais à vous signaler sur l'évolution des populations. Et donc inévitablement du secours. Je vous donne juste un exemple. Notre petite station de sport d'hiver et d'été, versant nord du Mont Ventoux. Moi, je suis né là-bas. Et quand j'étais gamin, je me souviens des accidents. Et mes grands-parents avaient le seul restaurant du lieu. Et donc, les blessés, inévitablement, les gens, les collègues les menaient. Les collègues des blessés, c'était les volontaires du lieu qui les menaient dans le chalet, dans le restaurant, en attendant une solution pour les faire redescendre. Soit un particulier, soit un car. Et le type, il était là, planté sur le brancard, dans la barquette, il attendait. Et tout le long, pardonnez-moi, mais que je suis con, excusez-moi, mais j'embête tout le monde, je vous empêche de faire, etc. Aujourd'hui, dans la même station de sport d'hiver, le type, il tombe en bas de la piste, les pisteurs ou les pompiers arrivent immédiatement, enfin dans les 10 minutes, et le type, il vous engueule, parce que 10 minutes, c'était trop long. Et celui-là, il va vous engueuler jusqu'au bout. Jusqu'à une fois arrivé à l'hôpital, parce que ça ne lui conviendra jamais. Et si c'est un gamin, c'est les parents qui vont être sur vous pour vous dire « Ah oui, mais il souffre, vous voyez pas qu'il souffre, vous faites quelque chose, etc. etc. » Ça aussi, ça devient insupportable. Alors, dans les pompiers volontaires, les professionnels, c'est un peu différent, mais dans les volontaires, on a des volontaires qui ne sont pas tout à fait préparés à ça. C'est vrai qu'il faut aussi les aider à supporter ça, quitte à dire... au père, écoutez, maintenant vous nous saoulez, allez voir dehors, etc. Il y a des façons, et parce que ça stresse. Ça stresse, c'est comme quand tout à l'heure je vous parlais des défibrillateurs. Vous avez un défibrillateur qui est pendu devant la mairie ou devant un bâtiment public. Le gars, il va le prendre, il va essayer tranquillement de se concentrer pour bien faire fonctionner sa machine. On lui a appris un petit peu, il essaye, il regarde. Et tout autour, vous avez cette bande d'énergumènes là. Oui, mais vas-y, tourne-le, pousse-le, allez, appuie ce bouton, machin, truc. Et finalement, l'intervention, 2 fois sur 3, quand elle échoue, c'est à cause de ça, du stress de nos pompiers. Et les volontaires, les jeunes volontaires, même si on leur fait 40 heures de formation, sont particulièrement sensibles à ça. Et c'est un vrai sujet dans le cadre, évidemment, de l'efficacité du secours, avec le défibrillateur que nous a offert la Croix-Rouge, bien évidemment. Merci. Oui, Monsieur le Président. Juste sur l'aspect financier, parce que c'était votre question, je crois que mon collègue maire a parfaitement raison. Le fait que ce soit l'intercommunalité qui, aujourd'hui, prend en charge cette dépense, même si c'est impacté par les dotations de compensation sur les communes, déresponsabilise un peu la commune et fait qu'elle ne se rend plus compte aujourd'hui directement, qu'elle participe. Et moi, je suis resté adjoint aux finances dans ma commune. J'ai présenté le débat d'orientation budgétaire il y a quelques jours. On n'aborde plus cette question-là. On dit, voilà, la dotation que l'on reçoit de l'intercommunalité, elle est de temps, mais on ne décompose pas dans cette dotation ce qu'on touche, ce qu'on a en dépenses et en recettes au sein de cette dotation, et on ne parle pas des pompiers. Et on ne parle pas de la ligne pompier. Donc c'est sûr que le fait que ça passe par l'intercommunalité déresponsabilise un peu la commune elle-même dans l'appréciation qu'elle a, qu'elle participe bien financièrement
à la charge que représentent les pompiers. Très bien. Monsieur le maire, parce que vous, aujourd'hui, si on vous demande combien vous coûte aujourd'hui votre service de secours sur la commune, il est très difficile de répondre. Je suis incapable de répondre. Il coûte ce que j'ai sous les yeux à l'intercommunalité. Alors, il faudrait le diviser par le nombre d'habitants et le nombre de communes. Enfin, ça devient un calcul compliqué et infaisable. Donc, voilà. Non, je ne le sais pas. Je ne le sais pas. D'accord. Personne ne le sait. J'imagine que la plupart des maires de communes rurales, en tout cas, sont dans ce cas. Oui, à condition que l'intercommunalité ait pris le relais. Parce qu'il y a des intercommunalités qui ne font pas le versement aux IS. Nous, quand on est rentré en interco, c'était comme ça. Donc, ça a continué. Mais les communes d'à côté, je pense à Vaison-la-Romaine, qui est juste à côté de chez moi, eux, les communes paient à titre individuel. Ce n'est pas toutes les intercos qui le font. Très bien. Merci. Monsieur Testa, sur le budget et la place des associations dans le budget, parce que finalement, vous êtes transparent. Est-ce qu'on peut dire ça ? En fait, on n'est pas sur des chiffres comme dans le budget, je veux dire, annoncés, dans le budget. Hein. Et clairement, sur les budgets, alors les budgets, les sources de revenus sont diverses. La principale, alors celle qu'on pourrait penser principale, c'est celle qui est issue de la tenue des dispositifs provisionnels de secours. Or, même si ces dispositifs qui sont maintenant facturés depuis la loi de modernisation d'une façon relativement régulière par l'ensemble des associations, en tous les cas, souvent pour des dispositifs municipaux ou à la demande de collectivités, restent relativement gratuits, tout simplement parce qu'il y a d'autres avantages qui sont noués entre les représentations de la Croix-Rouge, par exemple, et les municipalités ou les conseils départementaux. Donc, en fait, la problématique aujourd'hui qui va se heurter à nous, qui commence à nous questionner, mais qui va risquer de nous heurter très, très prochainement, c'est justement la possibilité de financement, en fait, en tous les cas, de l'ensemble de ces dispositifs, d'autant plus qu'avec la loi de 2004, on a réussi à normaliser les associations de sécurité civile. Il a fallu, en tous les cas, faire un grand bond sur l'équipement, sur les normalisations. Donc, c'est plutôt bien, puisque ça a amené d'autant plus de qualité. Mais clairement, tout ça coûte de l'argent. Donc, on se pose la question de comment essayer de pérenniser nos financements pour pouvoir continuer à mener ces actions et à répondre aux sollicitations des collectivités, quelles qu'elles soient, et d'éviter de baisser en qualité en ce qui concerne la réponse. Mais très clairement, on n'a pas les problématiques de financement, et je ne fais aucun parallèle par rapport à ce qui a été dit sur les pompiers, mais clairement, il faut savoir que le tiers secteur aussi, à un moment, va commencer à poser la question du financement, puisque, comme je disais tout à l'heure, les financements publics, et on le sait, sont de plus en plus contraints ou moins disponibles, en tous les cas. Donc, il y en a moins de subventions, et les dispositifs de secours, en tous les cas, dans ce qui est proposé en termes de tarification, vont à un moment ne plus suffire pour pouvoir financer l'ensemble des missions. Parce qu'en fait, en dehors de ces dispositifs de secours, il y a ce qu'on disait un peu tout à l'heure sur le soutien aux populations ou la réponse à l'urgence. Et ça, l'agrément de type D qui nous autorise à faire des dispositifs de secours n'est pas suffisant pour pouvoir financer la réponse aux autres titres de l'agrément. Donc, clairement, oui, aujourd'hui, on ne fera pas passer un chapeau à la sortie de la salle, mais clairement, je pense qu'il faut qu'on se pose cette question et qu'on se la pose ensemble, puisqu'on est aussi dans le paysage, à moindre degré que les pompiers, je l'entends bien, mais en tous les cas, on existe aussi dans le paysage, monsieur le maire le rappelait tout à l'heure, et donc cette problématique de financement va forcément impacter l'ensemble des composantes du paysage. D'accord, donc on veut bien s'appuyer sur vous, sur les associations agréées de sécurité civile, mais on ne veut pas forcément vous intégrer. Ce n'est pas une question de volonté, je ne crois pas. Je pense que c'est une question de conscientisation. Je pense qu'on est dans le paysage. Bon, les associations sont là, on leur demande, elles répondent. En plus, il y a souvent de très bons partenariats noués au travers du temps entre les collectivités et les associations. Ça, c'est historique. Hein, on va pas... Mais clairement, je pense que tant qu'on a un financement, qu'on puisse quasiment s'autofinancer sans problématique, ça ne posera pas de problème. Après, il y a quand même cette problématique du coût. Par exemple,
Mais c'est juste qu'un exemple. C'est vrai que lorsqu'on met en place de gros dispositifs de secours, souvent la rétribution, en tous les cas, ou ce qui nous est versé, ne correspond pas réellement au prix réel de la prestation. Si on prenait vraiment en compte analytique les coûts réels de la mise à disposition du matériel, des personnels avec leur formation, etc., on dépasserait largement souvent les budgets alloués. Ça, c'est vrai. Ça ne pourra pas durer comme ça. Ça ne pourra pas durer, ce je que ne sais pas. vous dites Je en dis substance. simplement qu'il faut y faire attention pour pas qu'on se retrouve les pieds au mur avec pas de solution ou des difficultés ensuite pour pouvoir répondre aux besoins des populations. Très bien. La parole à Monsieur le maire. Après, je passerai Oui, quand même la juste parole par au rapport- général Vernou. Par rapport aux associations qui font du secours, l'année dernière, on a organisé une journée, après les attentats, vous savez, on a organisé dans tout le pays une journée de formation, aux gestes qui sauvent. Et ça, c'était très bien. Et quelques temps avant, lorsque le préfet nous avait réunis pour préparer tout ça, et il avait réuni toutes les associations qui s'occupent de sécurité. Moi, j'avais été sidéré. Alors évidemment, il y avait la Croix-Rouge, évidemment. Il y avait tout un tas d'associations que l'on connaît. Et il y avait malgré tout aussi des associations qu'on ne connaît pas. Moi, j'ai découvert une association dont j'ai oublié le nom. Le gars, le siège social était dans sa maison, à Avignon. Et je crois que quand on a fait le tour pour que chaque association prenne un peu un atelier sur une commune, dans un lieu sur le territoire, lui, royalement, il nous a annoncé qu'ils étaient 2 et qu'ils voulaient bien s'associer à d'autres, mais que tout seul, ils ne peuvent rien faire. Alors, mais c'est la vérité, je n'exagère pas. Simplement, est-ce que vraiment toutes ces associations sont bien répertoriées? J'imagine que oui, parce qu'elles ont quand même un agrément. Est-ce que c'est normal qu'il y ait une association avec... Ah ben voilà, en général. Je vais répondre à la place de la Croix-Rouge parce qu'il y a depuis la loi de 2004 des agréments de sécurité civile justement pour combattre les associations fantoches. Moi, je me souviens être une fois allé à l'étranger avec des associations françaises. C'était des réfugiés en plus qu'on avait, quoi. Elles n'avaient pas les moyens de porter assistance à la population. Donc on avait, en plus de la population qu'on était allé secourir, on avait les Français inutiles et je dirais même nuisibles. Voilà. Donc avec ces agréments naturellement la Croix-Rouge a l'agrément national, comme d'autres grandes associations, il y a des agréments nationaux, il y a des agréments départementaux, et maintenant les associations qui sont agréées sécurité civile, donc avec le cachet soit de l'État, soit de la préfecture, sont des associations sur lesquelles, monsieur le maire, vous pouvez vous reposer. Et ça m'étonnerait que votre association à 2 soit agréée. Je ne sais pas, hein. Je ne sais pas si elle est agréée. Non, sûrement pas. Merci, mon général. Sur la question du budget, des questions dans le public? N'hésitez pas. Non? Très bien. Oui, oui, monsieur le maire. Non, par rapport au budget, je disais tout à l'heure, ce qui coûte cher, c'est des interventions pour rien. Je vous ai cité l'exemple chez moi, mais on voit ça tout le temps. Le type qui voit une vipère dans son tas de bois. Alors, ben voilà, mais il faut y aller. Évidemment, on ne trouve rien, parce que vous pouvez démolir tout le tas de bois. Pas trop vite, parce que sinon le type, il n'est pas content, parce que vous détruisez tout. Et puis derrière, si vous trouvez quelque chose, par chance, vous allez trouver le couleuvre. Ça, mais pas de vipère, évidemment. Et ça, ben, après, quand le type il vous dit ben, si vous pouviez remettre mon tas de bois, les jeunes, parce que moi j'ai mal au dos, etc. On lui refait son tas de bois, vous partez, vous avez passé, allez, 1h30 d'intervention pour rien. Après, vous avez le cas, et c'est plus souvent en ville, mais ça arrive aussi chez nous, de toutes ces petites interventions de secours à personne pour rien, où on vous fait venir pour le type qui a trop bu, qui n'a pas envie de rentrer chez lui et qui se fait transporter par le VSAB pour se rapprocher de sa maison, etc. Et ça, bon, aujourd'hui quand même, ça rentre un peu, enfin on en prend conscience, je le vois, mais c'est un peu compliqué quand même pour serrer les interventions et dire celle-là on y va, celle-là on n'y va pas. Difficile en termes de responsabilité, bien évidemment, mais c'est vrai qu'il y a un travail à faire, qu'on arrête de faire sortir des pompiers pour des interventions qui n'en valent pas la peine. Parce qu'au final, eh bien, il n'y a pas assez de pompiers,
Et, il faut augmenter le personnel, chose qui est, les 3 quarts du temps, impossible pour le SDIS, qui lui aussi commence d'avoir des budgets serrés. Donc, il faut impérativement trouver des solutions. Je rejoins un peu ce que vous disiez tout à l'heure. Il faut mutualiser avec d'autres services. Et ces interventions-là, ce n'est pas du domaine de l'urgence, ce n'est pas du domaine des pompiers. Aujourd'hui, pour autant, c'est comme ça. D'accord. Monsieur le Président, oui, effectivement, ces dernières années, on a eu une inflation de l'activité sur l'assistance à personne. Tous les ans, ouais, tous les ans, ce chiffre progresse. Et la question qui est induite derrière, c'est à quel moment on facture? Voilà, c'est un sujet un peu tabou. Hein. À chaque fois qu'on évoque la question de la facturation des opérations de secours, voilà, beaucoup de bras se lèvent en disant non, c'est impossible. Voilà, les secours doivent rester gratuits. Oui, si c'est un secours d'urgence, mais si c'est des opérations de confort ou des opérations excessives, parce que ça fait 5 fois de suite que vous allez relever la même personne âgée à domicile, parce que son habitat n'est pas adapté ou qu'elle n'a pas les services qu'elle devrait avoir, est-ce que c'est aux pompiers de réaliser ces missions? J'en suis pas sûr. Voilà, donc, et c'est l'exemple que vous donniez aussi à l'instant. Donc voilà, c'est pas des sujets faciles, mais cette question de facturation des services ne doit pas être perçue comme un dogme. Ça doit se mettre en œuvre par moment, avec discernement. Les élus qui président, les personnes qui président les conseils d'administration des IS, c'est les élus, qui sont des conseillers départementaux ou des maires, des gens responsables. Mais il faut se poser la question d'une facturation à un moment donné de certains services. Voilà, c'est un vrai sujet. Merci, Monsieur le Président. Alors, il y a effectivement la facturation lorsque les pompiers se déplacent et que leur présence n'est pas forcément nécessaire. Mais est-ce qu'au départ des secours, à l'appel même, les pompiers peuvent dire non, non, on ne se déplace pas, c'est pas de notre compétence? Bouton rouge, il marche bien et on n'a jamais vu des pompiers qui ne partent pas. Et malheureusement, ils partent quelquefois parce que quand les centres de traitement de l'alerte sont différents, eh bien, on peut avoir un centre de traitement de l'alerte géré par le SAMU qui peut-être à un moment donné n'a pas pris le temps d'identifier suffisamment l'origine de la difficulté et déclenche les pompiers alors que ce n'était pas leur compétence. D'où l'intérêt de mettre tout le monde autour de la table en même temps et de se répartir intelligemment les rôles, et notamment avec les ambulanciers, j'insiste, parce qu'il y a un certain nombre de tâches qui peuvent être faites par des ambulanciers. Une ambulance qui sort à 2, elle coûtera moins cher globalement à la société qu'un camion de pompiers qui part à 3. Voilà. Merci, Monsieur le Président. Qu'en disent les ambulanciers? Monsieur Thierry Montéan est-il dans la salle? Non, je ne crois pas. Il se serait manifesté. On va rebondir sur cette question des ambulances et sur la question de la carence ambulancière. Monsieur le Président, si vous voulez bien, vous vouliez peut-être aborder ce sujet-là, qui rentre aussi dans une problématique budgétaire des SDIS. C'est un terme que j'aime pas d'abord, le terme de carence ambulancière, parce qu'il donne le sentiment que les ambulanciers n'ont pas fait leur travail. Et moi, je ne pense pas qu'on solutionne les sujets en montrant du doigt une profession qui, par ailleurs, remplit parfaitement bien ses missions. Ce qui est certain, c'est que quand il y a un déclenchement de sapeurs-pompiers à la place d'un déclenchement d'une ambulance du SAMU, le tarif, effectivement, il est fixé par les textes. Il est à 113 €, je crois. Il n'a pas dû bouger. Et il est inférieur au prix de revient. Enfin, ça va de soi. Donc on voit que ce système-là ne fonctionne pas. Quand il y a d'autres interventions qui sont faites, qui sont facturées aux hôpitaux, là aussi, ça intervient régulièrement. On a aujourd'hui des tarifs qui, d'un département à l'autre, sont différents, sont négociés avec chaque hôpital. Et on a des hôpitaux qui doivent des sommes folles à des SDIS et qui n'ont pas les moyens de les payer. Donc on a un système qui marche un peu sur la tête sur le sujet. Et moi, j'appelle de mes voeux, mais ça ne fonctionne pas. Il faut le regarder. Une meilleure collaboration entre les deux ministères qui sont concernés. Le ministère de l'Intérieur, dont je suis plus proche, puisque la CNIS siège avec la Direction générale de la sécurité civile, et puis le ministère, alors il change de nom quelquefois,
des affaires sociales, on va dire, hein, donc chez Madame Marisol Touraine aujourd'hui, qui gère, elle, la partie hôpital, la partie SAMU. Voilà, chacun est dans son silo et les relations entre les deux ne fonctionnent pas bien. Et donc, il faut qu'à un moment donné, on ait un Premier ministre qui fasse ce qu'on appelle de l'interministériel. Il y a eu plein de rapports qui sont dans les tiroirs de ces 2 ministères qui indiquent qu'il faut effectivement faire travailler davantage les blancs et les rouges, hein, pour reprendre l'expression habituelle. Et aujourd'hui, même si ce n'est pas la guerre, pour reprendre l'expression que vous utilisiez, voilà, il y a encore des complémentarités à mettre en œuvre. Donc mettons autour de la table. On le fait dans chaque département. Dans chaque département, monsieur le préfet réunit régulièrement, ça s'appelle le CODAMUTS, je crois, hein, si je n'écorche pas le nom, qui réunit tous les acteurs des secours d'urgence. Mais tant qu'il n'y aura pas une orientation ministérielle forte, je pense que les choses n'avanceront pas trop vite. D'accord, merci Monsieur le Président. Donc, une autorité unique dans les départements, donc sur un plan plus local, et une autorité unique également à l'échelle nationale. Et aujourd'hui, c'est ce qui fait cruellement défaut. Très bien, merci. Des questions dans le public? Toujours pas? N'hésitez pas, je me déplace, je vous donne le micro. Non? Bon. Très bien, alors je crois qu'on a fait le tour de la problématique budgétaire. Certains veulent encore s'exprimer sur le budget. D'accord. Sur les compétences, alors on en a déjà parlé, sur les compétences des différents acteurs du secours, puisque nous avons les pompiers, nous avons le SAMU, nous avons les associations. Comment tout ça se superpose-t-il? N'y a-t-il pas parfois des acteurs qui se retrouvent en même temps, au même endroit, avec les mêmes compétences et qui coûtent plus d'argent que l'intervention n'en nécessiterait? Sur ce sujet, monsieur le maire? Oui, mais ça rejoint un peu ce qui vient d'être dit, hein. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a un peu du mal à discerner les choses. Et oui, c'est un peu tendance à se mélanger. Mais moi, ce qu'on dit là, ça me faisait penser tout à l'heure à quelque chose qu'on vit au niveau du nombre croissant d'interventions et pour des choses pas très importantes. C'est un peu ce qui se passe aux urgences à l'hôpital. Vous allez aux urgences à l'hôpital, avant, on allait aux urgences, garanti que en zone rurale, le type qui descendait à l'hôpital à 30 ou 40 km aux urgences, c'est que vraiment, il y avait du dégât. Aujourd'hui, aux urgences, vous le savez aussi bien que moi, c'est catastrophique. Ça aussi, ça désorganise tout. Bon, ça, c'est le problème de l'hôpital, mais c'est aussi le vôtre, hein, parce que c'est nous qui payons quand même. Mais aux pompiers, enfin au secours, on vit un peu la même chose. Aujourd'hui, en voulant aller toujours plus loin dans la précision, dans la spécialisation, eh bien, on se mélange un peu les pinceaux, on se marche un peu dessus et il va falloir effectivement qu'on retravaille tout ça, pas qu'on réorganise, mais encore une fois qu'on rationalise un peu les interventions. Sinon, il va arriver un moment, on ne pourra plus payer. Et puis tout va se casser la figure parce que ça ne pourra pas durer longtemps comme ça. Donc voilà, moi je pense qu'il faut vraiment qu'on travaille et qu'on arrête de croire que tout se fait en claquant du doigt. Et il faut que les gens comprennent que c'est plus du tout comme ça que ça marche. Ceci dit, chez les pompiers, on a des torts aussi, hein. Vous savez, la spécialisation, c'est bien. Quand vous avez un gars qui se foule la cheville au bord de la route départementale, mais il est à 150 mètres à l'intérieur d'un taillis, eh bien, il faut faire venir le grimpe. Si c'est 2 heures du matin, vous pouvez attendre peut-être 1 heure. Voilà, donc j'exagère, mais c'est un peu ça aujourd'hui. La spécialisation, parfois, amène aussi en zone rurale. En ville, bien sûr, le problème n'existe pas, mais en zone rurale, ça devient un vrai souci. Le pompier local ne peut pas faire certaines interventions qu'il a fait pendant toute sa carrière. Aujourd'hui, il ne peut plus parce que la spécialisation fait qu'il faut appeler l'équipe départementale spécialisée dans cette affaire-là. Et on ne lui laisse pas le soin à lui de juger, ni à son chef de centre. C'est un officier du SDIS qui décide si oui ou non il faut. Et des fois,
on oublie un peu que sur le terrain, il y a des gens qui connaissent bien, ce pas des surhommes, hein, mais ils connaissent parfois mieux à la fois le terrain pour juger si vraiment il faut amener du matériel et du personnel hyper sophistiqué. Aujourd'hui, ben oui, tout le monde a besoin d'exister. Donc, moi, je parle de ça, c'est le GREMP. GREMP a besoin d'exister, c'est normal. Nous, on a des pompiers de chez nous qui sont au GREMP. Mais on n'arrive parfois plus à faire vraiment la différence entre l'intervention qui peut se régler rapidement et sans problème, avec la grosse intervention qui amène beaucoup de monde, avec beaucoup de matériel. Je pense que là aussi, il y a peut-être des économies à faire de ce côté-là. Merci, monsieur le maire. Alors, est-ce qu'on ne peut pas prendre le problème dans l'autre sens et essayer, alors on l'a vu, on a une inflation de l'assistance, des activités d'assistance à personne aujourd'hui qui pèse énormément sur notre système de secours. Est-ce qu'on ne pourrait pas passer par de la formation auprès des citoyens pour leur insuffler une nouvelle culture, enfin, pour essayer de remettre de leur... enfin, de leur réapprendre à appeler pour des choses qui sont vraiment nécessaires. Mon général, sur cette question. Oui, c'était une des volontés de la loi de 2004. Hein. On en revient tous à cette loi refondatrice des services de secours en France. La loi, elle commence en préambule en disant « Le citoyen est le premier acteur de sa propre sécurité ». Moi, je rajoute toujours « et artisan de la sauvegarde générale ». Parce que quand un citoyen se comporte bien, il crée moins d'ennuis aux autres. Et donc, avant, c'était « dormez, braves gens, l'État veille ». C'était depuis le Moyen-Âge jusqu'à la frappe nucléaire. Hein, voilà. Et puis, aujourd'hui, on dit l'État n'a plus les moyens, les municipalités non plus. Donc, citoyen, débrouille-toi toi-même et hardis les cœurs. Et donc, on s'est aperçu quand même qu'après les attentats, on a eu, et la Croix-Rouge a été un des acteurs qui a été salué tout à l'heure par le ministre de l'Intérieur, un des acteurs de cette fameuse campagne du geste qui sauve. Et bravo, bravo. Il faut que le citoyen prenne en compte. Quand on commande aux communes de faire leur plan communal de sauvegarde, d'avoir des réserves communales de sauvegarde, là c'est pour que le citoyen se mette au service des autres, ça libère le pompier. Je suis heureux tout à l'heure d'entendre le président qui dit une fois que le secours est terminé, le transport pourrait être assuré par des ambulanciers. Oui, ça on n'y a pas pensé dans la loi de 2004, je ne pense pas qu'on l'ait marqué. Mais ce qu'on avait supprimé déjà des pompiers, c'était la sauvegarde. C'est-à-dire que ce n'est plus aux pompiers de s'occuper de la veuve et de l'orphelin qui ont été sauvés de l'incendie et tout ça. On le met au maire qui, avec des citoyens simplement volontaires, va pouvoir porter la sauvegarde à la famille qui est en difficulté. On n'a pas besoin de pompiers pour ça, et je suis tout à fait d'accord avec le président. On n'a pas non plus besoin de pompiers pour faire du transport ambulancier. Un ambulancier, des fois, est meilleur en plus parce qu'il est plus spécialisé dans la conduite de son véhicule, etc. Et donc, voilà. Donc, le citoyen, il faut l'informer déjà, l'informer. Et pour informer le citoyen, il faut que les municipalités aient sorti leur document d'information communale sur les risques majeurs. C'est pas la loi de 2004, ça, c'est la loi de 97. On remonte un peu. Mais il y a combien ? Il n'y a même pas 50% des communes aujourd'hui qui ont sorti un DICRIM. Or, un DICRIM, ce n'est pas un document comme ça, parce que ça, c'est illisible. Moi, c'est la double page pliée en deux, la page pliée en deux, donc ça fait une double page, mais sur lequel vous dites aux citoyens, voilà, s'il y a une sirène qui sonne pour les communes qui ont réservé leur sirène, si il y a le MDA, l'ensemble mobile de diffusion d'alerte qui passe, sachez ce que vous devez faire. On a une convention avec telle radio, mettez-vous, quittez RTL, je suis désolé, c'est pas rien contre RTL, mais allez sur France Bleu, tel truc, on va vous dire ce qui se passe, etc. Et le citoyen qui se prépare, il y a le plan familial de mise en sécurité. Combien de citoyens dans la salle ont rempli leur plan familial de mise en sécurité pour apprendre à leurs enfants, s'ils ne sont pas là, ce qu'ils doivent faire en cas de catastrophe?
Papa, maman, protège-moi. Honte à vous. Non, je plaisante en disant honte à vous. Non, mais voilà un truc. Que doit faire l'enfant si les pompiers disent évacue ou ferme les volets? Comment on ferme les volets? L'enfant de 6 ans, il ne sait peut-être pas comment on ferme les volets. Où est-ce qu'on ferme l'eau? Où est-ce qu'on ferme le gaz? Où est-ce qu'on ferme l'électricité? C'est des trucs simples. Où est le lingot d'or? Ah, tout le monde n'a pas un lingot d'or, non. Où est la photo de la grand-mère qu'on veut amener? Où est-ce qu'on attache le chien pour pas qu'il parte avec les flammes et qu'il aille mordre le voisin, etc., etc. Des petits trucs simples qui font que la vie se passera mieux et que les pompiers, qui coûtent cher, pas si cher que ça, hein, Monsieur le Président. Quand je vois le prix, c'est moins de 100 € par an que chaque citoyen paye pour ses pompiers. J'aimerais bien que mon assurance me fasse moins payer. Pourtant, je me sens plus en sécurité par les pompiers que par mon assurance. Mais j'espère n'avoir besoin ni l'un ni de l'autre. Mais moins de 100 € par an, c'est pas cher. Mais c'est vrai qu'un pompier coûte plus cher que tout ce que les civils, le citoyen, pourrait faire lui-même. Merci, mon général. Monsieur Testa, sur la question de l'éducation des populations, les associations ont-elles un rôle à jouer ? Alors, les associations, elles remplissent déjà leur rôle sur ce sujet-là, en tous les cas, depuis de nombreuses années en ce qui concerne les gestes qui sauvent. On en reparlait de la grande cause un peu tout à l'heure, parce qu'en fait, on a fini par aboutir à la grande cause nationale et au comportement qui sauve. Et c'est peut-être là-dessus un peu qu'il faut finir par avoir, en tous les cas, une réflexion, peut-être mener une étude un peu plus poussée sur une autre table ronde. Ce matin, je disais qu'il faudrait passer au palier supérieur, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'on fasse de la recherche, mais de la recherche scientifique sur comment pouvoir en fait inculquer une culture de sécurité civile au sens large dans ce pays. Et peut-être que là aussi, on pourrait apprendre aux gens à mieux consommer, et j'utilise ce mot-là à dessein, dans tous les cas, l'offre de secours en France. Il y a des pays dans lesquels ça fonctionne plutôt bien, mais ce sont toujours les pays qu'on cite en exemple, les pays du nord de l'Europe, l'Allemagne, l'Autriche ou les pays anglo-saxons, où les gens ont une considération différente du secours, de l'accès aux soins, enfin de pas mal de choses. Est-ce qu'il est possible de le faire? Sûrement, mais encore une fois, tout à l'heure, le général disait 100 € par habitant pour les secours incendie. Oui, voilà, je pense que la problématique première est un peu l'argent, comme d'habitude, c'est un peu le nerf de la guerre. La volonté, le portage politique sûrement en deuxième lieu. Mais très clairement, c'est vrai que cet acteur de sécurité civile que doit être le citoyen est quelque chose sur lequel on travaille à la Croix-Rouge, mais pas seulement à la Croix-Rouge française, mais sur le plan international pour essayer d'augmenter la résilience des populations et de leur apprendre à mieux se prendre en charge, à mieux prendre en charge leur communauté, leur voisinage. Enfin voilà, on a des travaux qui sont menés à l'échelon européen et qui sont financés pour le coup par la Commission européenne. Mais voilà, alors comment ce sera transposable ou pas en France? Dans tous les cas, je pense que là, le débat est ouvert, mais qu'il va falloir que rapidement on s'y mette. Je pense qu'on va avoir des problématiques qui risquent de surgir du fait d'une transformation de la société, et donc il faut accompagner aussi la transformation des mentalités par rapport justement à cette problématique d'utilisation des secours en France. Ça, je suis d'accord. Mon général, vous vouliez intervenir ? Oui, je vais raconter une petite anecdote. Pluie torrentielle dans le Var, vous savez, comme il y en a des bonnes. Le maire se précipite à l'école communale pour voir si les maîtresses, il y avait 3 salles, 3 classes, avaient bien mis les enfants à l'abri, avaient bien fermé les portes, etc. Donc jusque-là, tout. Hein. Et une voiture arrive et une maman sort sous l'orage battant, etc., pour venir chercher son enfant. Et à ce moment-là, trompe d'eau. La voiture se transforme en bateau et part vers le port. Et on entend la maman criant « Mon bébé ». Ce n'était pas la voiture, c'était le bébé qui était dans la voiture. Donc, appel des pompiers avec là l'hélicoptère pour aller chercher l'enfant, machin. Bon, l'enfant sauvé, la voiture un peu moins, c'est pas grave. Et le maire me raconte ça, et je lui dis « Monsieur le maire, vous avez fait votre 10 crimes ?» Oh non. Je dis, comment voulez-vous que votre population sache qu'il ne faut pas venir chercher l'enfant à l'école alors que vous ne leur dites pas?
Vous le savez peut-être, puisque la preuve, vous vous êtes déplacé. Mais si vous ne prévenez pas les parents que l'enfant est en sécurité. Alors une autre ville que de l'Atlantique, la ville d'Anglet, je ne cite que les villes qui font les trucs bien. Et eux, ils ont fait faire le PPMS, donc le plan de sécurité des services, par les enfants eux-mêmes. Alors bien sûr, ils en ont fait un entre la maîtresse, la mairie, les pompiers, les gendarmes, etc. Mais ils l'ont fait pour le distribuer aux parents. Et j'ai vu cette phrase absolument extraordinaire, où il n'y avait pas grand-chose, hein, c'était un quart de page. Hein. Bien sûr, les gamins de CM2, ils ne vont pas vous faire un truc énorme. Il y avait « Papa, maman, ne viens pas me chercher à l'école, j'y suis en sécurité. Par pitié, ne te mets pas en danger. » C'est nettement mieux qu'une parole de maire. Hein. Je ne veux pas vous dire, monsieur le maire, mais... bien d'accord. Hein, vous avez bien raison. Moi, juste un mot par rapport à ça. Vous avez raison de... l'information, nous, dans notre école, est en zone rouge inondable. Je veux dire, pour faire pire, il n'y a pas. Elle a un peu plus de 100 ans. Elle est en zone rouge aujourd'hui du PPRI. Et c'est une école qui a quand même 10 classes. Et par contre, nous, c'est vrai que cette information-là concernant l'école, c'est clair. Aujourd'hui, parce qu'on avait eu les inondations en 92. Je ne sais pas si vous avez Vaison-la-Romaine. En 1992, le 22 septembre, on avait eu une inondation. C'était la première d'une longue série en France. Et ça a laissé énormément de traces chez nous. Et en particulier dans les écoles, tout de suite, on a réfléchi à la mise en sécurité des enfants. Et donc, il y a des étages dans une école. Nous, ils vont à l'étage chaque fois qu'il y a un gros orage. Mais, et là, je vous rejoins, pour empêcher les parents de venir, parce que, évidemment, le souci, à l'école, ils sont incapables de garantir la sécurité de mon petit. Il n'y a que moi qui sais le faire. Donc, on va chercher le petit. Et ça, c'est dur pour les empêcher de venir. Après, moi je voudrais juste rebondir sur la formation des gens. Tout à l'heure, je vous disais, quand on a fait cette journée, après les attentats, cette journée sur les gestes qui sauvent, on s'aperçoit que ça a été moyennement suivi, malheureusement, fait tout du moins par chez nous. Moi, je crois qu'il faut que les gens, le citoyen lambda, il faut le convaincre que le secourisme, c'est pas impossible pour lui. Parce que vous avez des gens qui vous disent « Oh, moi, je risque pas. Oh, moi, je crains le sang. Oh, moi, je tombe dans les pommes. Moi, j'ai peur. » Et ces gens-là, c'est vrai que vous les emmenez pas aux gestes qui sauvent. Et en réalité, une fois que vous arrivez à les convaincre et qu'ils voient que ah ben oui, un massage cardiaque, c'est pas la fin du monde. Réduire un peu, ou tout du moins maintenir une fracture, c'est pas non plus la catastrophe. La bouche à bouche, ben, ils n'ont jamais l'occasion de le faire. Mais bon, ils s'aperçoivent que ça peut sauver une vie. Petit à petit, mais c'est vrai qu'il y a un a priori sur les gestes qui sauvent, pour le citoyen lambda, c'est un vrai souci. Et là, on a un gros travail à faire pour dire aux gens, tout le monde est capable d'apprendre les gestes qui sauvent, plus ou moins bien, mais au moins de faire quelque chose. Ne serait-ce parfois, c'est vraiment le gars, il ne peut pas, ou c'est trop compliqué pour lui, de donner l'alerte. Vous avez, malheureusement, hein, on connaît ça aujourd'hui, des gens qui partent en courant, et on ne m'a pas vu, j'ai rien vu, je ne suis pas là. Voilà, il y a un vrai travail à faire auprès des populations. Mais bon, là, on a fait ça, cette journée, et il faut continuer, et il faut convaincre. Compliqué. Hein. Oui, c'est compliqué, effectivement. L'éducation des populations pourrait effectivement alléger le fardeau de notre système, les charges qui pèsent sur notre système de secours, de manière assez efficace. Très bien. Merci beaucoup, messieurs. Monsieur le Président. Oui, je voulais juste sur ce thème-là intervenir succinctement pour dire qu'on voit aujourd'hui, notamment dans le cadre de la campagne des gestes qui sauvent, des opérations se mettre en place dans les collèges. Les collèges sont de la responsabilité des départements. Il y a d'abord des classes des cadets de la sécurité civile qui se mettent en œuvre. Et puis il y a surtout un programme dans certains départements qui vise à former toute une classe d'âge, notamment les classes de 3e ou de 4e, mais souvent celles de 3e, notamment avec la participation des associations, des sapeurs-pompiers, de tous les formateurs. Et moi, je vois dans mon département l'inspecteur d'académie, enfin le directeur des services académiques de l'éducation nationale, parce que je crois que c'est sa vraie appellation, a convenu par convention avec différents acteurs, dont le SDIS, mais aussi avec les associations qui interviennent, et bien de
de déployer ce programme de formation dans toutes les classes de 3e des collèges publics et privés de la Mayenne. C'est une façon de commencer à former une classe d'âge. Alors c'est un PSC1, je crois, si je ne me trompe pas, sur l'appellation. Voilà, donc c'est une bonne façon de commencer à former les jeunes pour qu'ils puissent effectivement y être sensibilisés. Merci, Monsieur le Président. Donc l'éducation des plus jeunes âges de la population, c'est bien. Dès le plus jeune âge, c'est mieux. Merci beaucoup, messieurs. Des questions dans la salle? Non? Personne ne souhaite intervenir? Merci beaucoup d'avoir assisté à cette table ronde. Messieurs, merci beaucoup pour votre présence. Merci.